pas mal de participants. Je vous propose de commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Antoine Kins, le responsable du développement national chez Watt Design and Build. Et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire autour des sujets de la reprise du travail dans les bureaux et de la réflexion sur l'aménagement de demain. Alors, c'est forcément un sujet que vous êtes en train de vivre, que chaque entreprise est en train de vivre. Et il nous tient d'autant plus à cœur puisque ce thème fait partie intégrante de notre métier de conseil au quotidien. Alors, comme vous tous, notre société a subi ce bouleversement du jour au lendemain, un bouleversement qui a affecté notre quotidien, qui nous a obligés à télétravailler, qui nous a obligés à repenser notre organisation, qui nous a obligés à perfectionner notre communication tant interne qu'externe. Et c'est vrai qu'on a voulu mettre à profit ce temps à disposition et que pendant cette période spéciale de confinement, nous avons monté chez Watt plusieurs groupes de travail afin de réfléchir notamment à la façon d'accueillir de nouveau et progressivement nos équipes dans nos locaux. Donc c'est tout naturellement que nous sommes posé les questions qui vont suivre et dont nous souhaitons vous partager aujourd'hui. Donc vous l'avez compris, le premier thème que nous allons aborder est le sujet de la reprise à proprement dit. On s'est demandé comment préparer le retour au bureau sur des aspects sécuritaires, sur des aspects sanitaires, psychosociaux et spatiaux, forcément. Quelles sont les difficultés que nous allons rencontrer, que nous rencontrons? Voilà, c'est tout cela qu'on va tenter de vous expliquer à travers la première partie. Puis le deuxième sujet, c'est évidemment demain. Demain, quel avenir sur nos espaces de travail? Quelle normalité? Quelles pratiques? Et quels usages? C'est vraiment ces axes de réflexion-là que nous allons évoquer aujourd'hui à travers un cas pratique, parce que notre but, c'est d'être le plus pragmatique possible avec vous. C'est un cas concret d'un espace de bureau qui représente 900 mètres carrés sur 2 niveaux. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'être accompagné de Sarah Sier, qui est la directrice de nos opérations nationales. Elle évoquera notamment la reprise, ainsi que de Maxine Sigrand, responsable du Workplace and Design, qui, elle, vous partagera le cas d'études réalisées par nos équipes de conception. Voilà. Avant de leur laisser la parole, je vous donne quelques informations sur le déroulé de la session. Vous avez remarqué qu'en arrivant, vos micros sont désactivés. Tout au long de nos interventions, vous avez bien sûr la possibilité de réagir, de nous poser vos questions à travers l'onglet à cet effet. En bas, vous voyez le questions et réponses. N'hésitez pas. Nous n'y manquerons pas d'y réagir pendant ou à la fin des interventions. J'ajoute que ce webinaire est enregistré, que le replay sera évidemment disponible sur nos réseaux et à titre indicatif, nous nous sommes fixés 3/4 d'heure d'intervention maximum. Voilà. Alors Sarah, on va commencer par toi. Oui, Peux-tu nous parler de cette gestion post-crise? tout à fait. Alors, je vais vous partager mon écran puisque on a un support de présentation à ce sujet. Hop. Donc, la question du post-Covid, comme tu le disais Antoine, ça nous occupe tous, qu'on soit aménageur comme c'est notre cas, mais comme chacun de vous qui maintenant est dans un élan de reprise et notamment de reprise au bureau, puisqu'on a vécu le télétravail. Et aujourd'hui, je pense qu'on a tous la volonté de revenir travailler dans notre espace habituel et revenir, on va dire, à une activité un peu plus normale. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, on voit parfaitement. Alors, on va parler des mesures à appliquer dans ce contexte. On a forcément parlé de tous les aspects liés à la crise sanitaire. Qu'est-ce que ça va impliquer dans nos bureaux? Tout d'abord, l'adaptation des effectifs au sein des bureaux, puisqu'on ne va pas pouvoir tous revenir dans le même temps et dans les mêmes conditions, même si aujourd'hui, on va dire que l'aspect de la maladie est un petit peu atténué. On est obligé de rester vigilant. Et donc, on va plutôt travailler par des groupes de travail avec la mise en place d'un planning de roulement avec donc des groupes A, B et C qui vont venir de manière
progressive au bureau et en essayant de conserver les fonctions essentielles, c'est-à-dire tout ce qu'on ne peut pas faire chez soi. On va privilégier toutes les activités individuelles effectivement à la maison et finalement le bureau va être un espace pour la sociabilisation, la collaboration, la réunion entre guillemets, parce qu'on verra que forcément les espaces de réunion vont être repensés. On va adapter aussi les postes de travail pour avoir le respect de la distanciation avec des postes qui vont être notamment en quinconce et finalement les bureaux qui étaient individuels vont devenir des bureaux qui vont toujours avoir une attribution mais suivant les jours et donc on n'a plus véritablement son poste de travail précis mais c'est un poste qui va varier suivant les jours. Il y a aussi donc, la mise en place d'accessoires dits de barrières. On va privilégier tout ce qui est cloisonnette plutôt en plexiglas pour permettre de toujours avoir, notamment au niveau visuel, aucune rupture avec les personnes qui sont à proximité. Forcément, le flux et la circulation vont être aussi repensés avec ce qu'on a appelé un petit peu un code de la route pour essayer d'avoir un sens unique de circulation. Bien évidemment, ça dépend de la typologie de l'espace et de quelle manière on est en capacité de s'organiser. Dans tous les cas, l'idée, c'est de mettre une signalétique forte au sol et au mur pour pouvoir vraiment orienter les différents salariés dans l'espace. Et dans la mesure du possible, laisser les portes ouvertes pour limiter au maximum tout ce qui est manipulation, différents poignées ou autres. Après, l'automatisation des gestes sanitaires avec des mesures qui sont à prendre aussi bien par vous, utilisateurs, que par les propriétaires sur le nombre de passages des équipes de ménage. Et aussi l'affichage régulier des consignes, puisque en fait, en revenant au bureau, on va très rapidement retourner dans un schéma, on va dire, d'habitude, ce qui est assez humain. Et donc, une des choses qu'on voit pour essayer de rappeler ce contexte particulier, c'est l'affichage. Donc, on verra ensuite dans le cas concret comment ça se met en place. Et puis, bon, la mise à disposition de gel hydroalcoolique pour respecter l'aspect hygiène. Et pour la reprise, un kit sanitaire qui intègre un certain nombre de choses comme des masques, des kits d'auto-nettoyage et ce qu'on verra plus tard dans les équipements qu'on a pu référencer, des clés par exemple individuelles pour servir à l'appréhension des boutons, poignées de porte, tout ce qui pourrait dans notre quotidien être source de contact. Ça peut très bien être aussi les boutons d'ascenseur, la machine à café, voilà. Donc, rien de mieux qu'un cas pratique pour se mettre dans le concret. Comme l'a évoqué Antoine, on est parti sur un plateau de bureau de 900 mètres carrés qui est sur 2 niveaux. Et on a essayé de faire le parallèle au niveau d'aménagement avant la phase de crise et à date d'aujourd'hui, juin 2020. On a pu comparer les deux programmes. Donc, début 2020, on était sur des open space assez denses, des bureaux certains bureaux qui étaient fermés et qui étaient plutôt des espaces partagés, des espaces qui étaient flex, des salles de réunion fermées, pour le coup, qui permettaient quand même d'accueillir 44 personnes, des box fermées pour pouvoir aller téléphoner et s'isoler, un espace de cafétéria qui était lui-même assez dense et une salle de repos, ce qui permettait d'accueillir entre 75 et 80 personnes sur site sur ces 2 niveaux. À date, on est sur du coup des open space qui sont complètement dédensifiés, où on a finalement plus que 23 postes fixes, des bureaux qui deviennent des bureaux sans porte, c'est-à-dire qu'on les maintient ouverts et ça devient des bureaux individuels. Les postes flex sont toujours présents et ont tendance même à être plus élevés, et on expliquera par la suite dans le déroulé pourquoi. Les espaces de réunion deviennent pareil, des espaces dits ouverts pour éviter la manipulation des poignées. Et là, on se rend compte qu'on passe de 8 espaces à 2 et pour accueillir un maximum de personnes de 8.
Les box sont avec un usage restreint pour éviter, en fait, vu que ce sont des lieux plutôt confinés avec un renouvellement d'air qui sont réduits, de limiter en fait comment dire, la présence pas simultanée, mais Mhm. la suite les uns des autres, et donc limiter le risque de contamination. Et la salle de repos, pour le coup, elle est complètement condamnée. Donc, on voit dans ce contexte qu'on est sur 27 à 37 personnes sur site, ce qui fait quand même une différence de l'ordre de plus de 40%. Sur l'adaptation des postes de travail, pour illustrer ce que j'exprimais tout à l'heure, on est donc sur des cloisons dites séparatives, si possible en plexiglas et en matériaux antibactériens pour permettre en fait une meilleure hygiène et un nettoyage fréquent. Et puis l'idée, c'est de conserver effectivement le contact visuel. Après, il existe forcément, comme on connaissait, des cloisonnettes acoustiques ou en tissu, en mélaminé. C'est vrai qu'on va avoir tendance à privilégier le transparent. Concernant les flux, donc là, nous sommes sur notre bâtiment qui est sur 2 niveaux, rez-de-chaussée, rez-de-jardin. Donc, avant la crise, on était sur des circulations qui allaient dans les deux sens, avec un flux constant d'un espace à l'autre et des étages qui étaient indépendants l'un de l'autre, mais en même temps complètement interdépendants puisque ces flux constants et croisés. Maintenant, on est sur une circulation dite unique avec une priorité de passage. On va avoir des règles de vie qui vont dans l'optimisation des déplacements et les étages sont maintenant unis par la circulation puisqu'on rentre par le rez-de-chaussée. On peut se déplacer donc tout le rez-de-chaussée pour arriver jusqu'à l'escalier. De l'escalier, descendre au rez-de-jardin et ensuite aller aux différents endroits du rez-de-jardin où on souhaite disposer d'espace. Et la sortie unique se fait par le rez-de-jardin. Il est impossible de re-rentrer par le rez-de-jardin. Donc, si on souhaite retourner au rez-de-chaussée, on emprunte l'escalier principal et on remet en œuvre le nouveau parcours. Donc, comme je l'évoquais au début, ce qui va être très important, c'est la signalétique avec des cheminements au sol, la mise en évidence des zones d'attente, notamment au niveau des ascenseurs. Donc ça, c'est principalement dans les espaces communs. Et on voit qu'en fait, on va être dans un mode un petit peu ludique. Il y a pas mal de choses qui se sont développées par rapport à ça, qui sont plutôt colorées. Les éléments d'indication éphémères et modulables ont été pensés pour que ce soit finalement un élément de décoration. Donc un peu comme dans les espaces scolaires et périscolaires, on peut jouer sur cette signalétique et sur ces flux pour rendre l'espace dynamique et plutôt agréable lors de la reprise et voilà, rassurer finalement vos collaborateurs. Pour tout ce qui est automatisation des gestes sanitaires, on voit aussi qu'il y a beaucoup de choses qui ont été pensées durant cette période. Ça va des cabines de désinfection qui ont été pensées telles des cabines en fait, de lavage de voitures. Alors le parallèle est un peu particulier, mais l'idée c'est un petit peu les portiques dans les aéroports, c'est de passer dans ce portique et finalement avoir un produit désinfectant qui permet en fait, d'éviter tout risque de contamination quand on passe d'un espace à un autre. Nous, ça commence à être expérimenté sur certains de nos chantiers à la demande des maîtres d'ouvrage. Pour ce qui est des protections à l'accueil ou les espaces finalement où il y a un flux assez important, on retrouve les équipements en plexiglas et puis ce qu'on a pu voir déjà dans tout ce qui est espace retail, boutique pendant le confinement. Ça s'est développé. On a ensuite tout ce qui est distributeur de gel hydroalcoolique. Alors, on connaît les poussoirs, hein, mais ces équipements ont été pensés au niveau de l'automatisation avec notamment en fait, un suivi qui permet de mettre en évidence quand il y a une absence de gel.
voilà, des choses complètement autonomes, sans câblage, très simples à mettre en œuvre. On a ensuite tous les détecteurs qui permettent alors soit de détecter une température anormale, soit le port de masque. Donc, ce sont des éléments en fait qui sont des totems de contrôle avec une caméra qui peuvent être du coup posés sur un bureau à l'entrée ou bien en mobile. Voilà, c'est un élément, on va dire, plus de vérification et d'anticipation d'éventuels problèmes. Et puis ensuite, on a les bracelets de distanciation qui, eux, sont des médaillons, pareil, autonomes, qui peuvent être en bracelet autour du cou et qui notifient par une LED lumineuse ou par vibration qu'on n'est pas à distance ou qu'on ne respecte pas une certaine durée dans une pièce. Donc, tout est paramétrable par rapport justement aux distances et à la temporalité. Donc ça, c'est des éléments qui sont assez intéressants pour rassurer les collaborateurs et puis avoir une certaine anticipation d'un risque. Ensuite, ce que j'ai évoqué dans le kit de reprise, c'est cette clé qui sert finalement à différents usages, hein, comme on le voit ici au niveau des interrupteurs, des portes. Et il existe aussi des systèmes qui permettent de gérer l'ouverture des portes grâce au pied plutôt qu'à la main, ce qui peut être intéressant. Donc, si on reprend notre cas, voilà les plans avant-après du rez-de-chaussée. Ça met tout de suite en évidence la dédensification qui est opérée. Autant on était sur 34 personnes, on va dire avant la crise, autant à juin 2020, on est sur 12 personnes accessibles sur le même niveau. Je ne m'étends pas plus, puisqu'ensuite, on va regarder espace par espace ce que ça implique. Au rez-de-jardin, là où on pouvait accueillir 43 personnes, on est sur un effectif de 19 personnes. Si on s'attarde sur le rez-de-chaussée, et qui est aussi notre espace d'entrée finalement, on voit qu'avant avant cet événement, on était sur une quinzaine de postes fixes et notamment donc de l'open space et 4 postes fixes en bureau fermé. Il y avait un poste flex à ce niveau-là et des espaces de réunion qui permettaient quand même d'accueillir 18 personnes en place assise. Même chose en juin, on n'est plus que sur 6 personnes, donc on voit qu'on a moitié moins d'effectifs en open space et les bureaux qui étaient fermés et partagés deviennent des bureaux individuels. À côté de ça, on a des postes flex qui se créent puisque l'utilisation des salles de réunion à plusieurs est maintenant, on va dire, interdite. Et la salle de réunion qui permettait d'accueillir 8 personnes ne peut en accueillir que 4 pour éviter finalement d'être en face à face et donc conserver la distanciation et l'esprit de quinconce. Ce qu'on remarque aussi et qui est important, c'est tout ce qui est affichage Covid. Les affiches justement qui rappellent les règles de distanciation, les règles d'hygiène, les règles du bien vivre ensemble. Ça peut être aussi tout ce qui est nouveau règlement intérieur, tout ce qui est mis en place pour permettre une vie autrement au sein du bureau. Et comme je disais, qui est importante pour rappeler qu'on est dans un contexte différent de celui de mars 2020. Gel hydroalcoolique réparti de manière régulière dans l'espace et notamment aussi dans l'espace commun qui est ici une responsabilité, on va dire, du propriétaire, mais pour lequel on doit faire attention à ce qui est mis en œuvre. Au rez-de-chaussée, même chose, au niveau donc, des effectifs, un open space assez dense qui permet d'accueillir une quinzaine de personnes et des postes flex dans la circulation. À date, on est sur 4 postes fixes parce que nous avons la circulation qui est unique, qui doit permettre de respecter les 4 mètres carrés par personne. Et donc, du coup, on n'est plus que sur 4 personnes et 2 postes flex qui ne sont pas des postes comment dire, très engageants étant donné qu'on est quand même dans la circulation.
Au rez-de-jardin, on est sur des postes fixes donc de l'ordre de 15 personnes, 0 poste flex, toujours entre open space et bureau fermé. Et on a cette box. Je crois que... Ouais, on voit plus bien. Je vais revenir dessus. Est-ce que vous voyez? Je vais reprendre le diaporama. Voilà. Parfait. Voilà. Et donc, post-Covid, nous avons plus que 5 postes fixes et 2 bureaux fermés qui accueillent chacune une personne. La box a une utilisation restreinte et on voit aussi au niveau de la cafétéria, si je reviens en arrière, voilà, cet espace pouvait accueillir 26 places assises entre ce qu'on avait à ce niveau-là et au niveau de la cuisine. À ce jour, nous ne pouvons accueillir que 10 places. Donc, ça va forcément créer des modifications dans les habitudes. On a la chance, dans le cadre de cet aménagement, d'avoir des terrasses qui vont être un atout indéniable, puisque ça va permettre en fait aux personnes de déjeuner suivant la météo dehors, de pouvoir s'aérer. Et effectivement, le renouvellement d'air étant un sujet important dans le cadre de cette post-crise, c'est très bien que les personnes puissent s'aérer et aller en extérieur. On va aussi revoir potentiellement, je parlais du règlement intérieur, en proposant aux personnes, s'ils le souhaitent, de manger à leur poste de travail. Et au niveau des règles sanitaires, effectivement, tout ce qui est tasse individuelle, tout ce qui est équipement partagé au sein des bureaux vont être, on va demander en fait des règles de vie beaucoup plus strictes pour éviter tout risque de contamination. J'en termine avec ce rez-de-jardin, avec la zone d'open space du bas où on pouvait avoir 28 postes fixes, 4 postes flex et une salle de réunion qui pouvait accueillir 12 personnes. On avait également 14 places assises avec 3 salles de réunion et un espace de repos. À date, nous n'avons plus que 12 postes fixes. Les salles de réunion se sont transformées en espaces de bureaux dits individuels et de passage. La salle de réunion, ses effectifs divisés par 3. Quant à la salle de repos, elle est condamnée. Donc, ce tableau permet de mettre en évidence les changements entre le début 2020 et à date. On voit que, notamment, on a forcément une perte des effectifs, avec une augmentation du ratio au mètre carré de l'ordre de 2,5, en suivant ce qu'on est en open space ou en bureau fermé, entre 2 et 2,5. Ça permet plus de respiration, de permettre la distanciation nécessaire. Dans la cuisine, là, on est carrément sur une perte de l'ordre de 60%. Pour ce qui est des espaces de réunion, là, c'est encore plus flagrant. On perd la capacité des salles de réunion de plus de 80%. À côté de ça, on récupère des postes de travail complémentaires. Le fait est que voilà, ça met en évidence qu'on a à revoir notre façon de travailler, et notamment pour ce qui est réunion, de mixer ce qui est de l'ordre du physique et du distanciel avec la visio. Donc, sachant qu'on est limité en nombre de places de réunion, si on est nombreux à participer, on va faire un tiers en espace de réunion et le restant en visio. Donc, on va devoir adapter notre façon de travailler. Je vous remercie de votre écoute. Ok, merci Sarah. Je laisse la parole à Maxime pour évoquer ce que pourront être nos bureaux demain. Alors, je vais faire une petite introduction, du moins un relais. Merci Sarah pour cette intervention. Effectivement, ça nous montre vraiment les décisions qui ont été prises post-Covid dans le nouvel aménagement, les réactions qu'on a pu porter à nos solutions immobilières. Ce que tu évoques, ça m'a fait penser à des éléments que j'ai entendus récemment à l'ARCEG. C'est une association dont on est membre. Il y a une étude qui a démontré
qu'en mai, dans les grandes entreprises, donc de par les aménagements qui ont été proposés, mais aussi il a été observé un retour au bureau de la part des collaborateurs de l'ordre de 5%, ce qui est plutôt logique. On était post-crise, il y avait encore des craintes assez encore existantes dans nos réactions. Donc, mais sachez qu'à l'époque, la capacité des immeubles, des locaux, avec les règles Covid évidemment, était de 20%. Donc voilà, ça nous montre un petit peu la disparité des dates attendues et de la réalité. En juin, nous constatons qu'il est passé à 10%, donc une faible augmentation. En juillet, nous attendons un présentiel entre 10 et 20% des collaborateurs. Et enfin, en septembre, on tablerait sur un retour des collaborateurs au bureau aux alentours de 50%. Donc voilà, à la lecture de ces chiffres, et c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on comprend bien le bouleversement, voire la révolution que nous sommes en train de vivre. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, j'en ai pas vu passer, mais j'en ai une pour toi, Sarah. On a parlé beaucoup en termes spatial, d'organisation, de sûreté, de prise de position, point de vue réglementation sanitaire, etc. Mais est-ce que tu as rencontré des difficultés quelles sont les difficultés rencontrées par les collaborateurs pour la reprise au bureau? Est-ce que tu as des retours à nous faire part de ton expérience? De notre côté, la reprise se fait, comme tu le disais, progressivement. On a demandé à ce jour qu'il y ait à peu près 20% des effectifs qui reviennent en présentiel, en essayant de monter progressivement à 50. On a mis en avant en fait un questionnaire auprès des collaborateurs pour avoir leurs sentiments justement sur la reprise et ce qui pouvait les inquiéter. C'était un questionnaire avec des réponses pour le coup fermées, mais pour avoir un panel complet de quels étaient leurs attendus. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ils ont eu le sentiment d'être entendus. On a pris en considération leurs remarques, notamment pour tout ce qui est contrat de ménage, les kits de reprise. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une volonté, en tout cas, de nos collaborateurs de revenir au bureau parce qu'ils ont le souhait de retrouver finalement un contexte social qui est autre. Et puis le télétravail peut être un peu pesant. Pour l'instant, il n'y a pas tellement de réticence, c'est plutôt motivant. Okay. Voilà. Donc semaine après semaine, on se rend compte que les effectifs vont bien en progression et on tient un planning à jour avec les personnes qui sont présentes sur site heure par heure. Très bien. Merci pour ta réponse. Maintenant, je vous propose de continuer d'évoquer notre cas d'étude qu'on a commencé à travers Sarah. Voilà, c'est ce que nos équipes ont imaginé, ont conçu afin de répondre à un monde où le télétravail serait devenu la nouvelle normalité. Notre recherche ne porte pas sur une situation de Covid. Vous allez voir, vous n'allez pas voir de plateforme hydroalcoolique sur nos futurs plans, mais sur un aménagement qui en est forcément une des conséquences. On va tenter de vous apporter des éléments de réponse sur l'avenir de l'objet immobilier en tant qu'outil de travail et sur ce que serait une nouvelle normalité, à la suite de l'expérience exceptionnelle vécue ces derniers mois. Et vous le verrez, nous sommes focalisés sur toutes les zones de bureau avec la conviction de proposer des espaces fluides et qui se doivent d'être constamment adaptables si demain nous rencontrons, et d'ailleurs on va rencontrer, de nouvelles mutations de travail. Et pour cela, je vous propose d'écouter Maxine. Maxine, c'est à toi sur le monde de demain. Merci. Bonjour à tous. Donc, comme le dit Antoine, je vais plutôt vous parler des bureaux de demain. Alors, je mets en route le partage. Voilà. Alors, effectivement, ces bureaux sont plus réfléchis dans une hypothèse où le virus serait parti, mais avec les nouvelles habitudes qu'on aura développées suite à ce confinement et tant dans nos habitudes de travail que dans notre façon de travailler en télétravail ou en présentiel, on estime que ça va pouvoir changer des choses au niveau de l'aménagement de nos futurs bureaux.
Donc, quels impacts les gestes qu'on a au quotidien vont avoir sur nos gestes futurs? Est-ce que la norme sera le télétravail? Quel rôle vont jouer les espaces physiques au sein de l'entreprise? C'est de là qu'est partie toute notre réflexion. Et là, ce que je vais voir avec vous, ça va être les pourquoi, comment et quoi, entre guillemets, des bureaux de demain. Donc déjà, pourquoi? Pourquoi on continuerait à venir au bureau, sachant que le télétravail peut permettre quand même de faire une majorité de nos tâches individuelles depuis chez nous. Essentiellement parce que le travail reste un lieu de sociabilisation, donc on garde une dimension humaine et sociale, on a un certain plaisir à venir au bureau, on peut garder contact entre collègues, voire amis, ce qui est un contact plus important que si on va dans les espaces de coworking, on ne connaît pas forcément les personnes. Là, ses collègues, on les connaissait déjà avant le confinement, on avait créé des liens avec eux. Il y a une notion de dynamisme aussi qu'on retrouve dans les lieux, en fait, dans nos bureaux. Puisque la relation à l'autre y est privilégiée et ça amène une certaine dynamique qui est différente de quand on est tout seul chez soi. On peut vivre la culture d'entreprise de l'intérieur et avoir accès à des fonctions que les espaces virtuels n'offrent pas encore. Comment on va mettre ça en place? L'idée, donc on a défini 3 tâches essentielles, c'est d'établir un programme, c'est essentiellement du management interne. On va définir les nouvelles modalités de travail à proposer aux collaborateurs, donc la nouvelle répartition entre télétravail et présence physique, et quels vont être les futurs critères d'accès aux locaux. Ensuite, en télétravail, il va falloir savoir faire confiance, manager différemment et équiper ses collaborateurs de manière équitable, que ce soit en mobilier ou en informatique. Et ensuite, pour la présence physique, l'idée est d'établir des règles d'utilisation des locaux qui vont être mis à disposition des collaborateurs et de mettre en place des outils qui permettent de gérer au mieux le nombre de personnes présentes au sein des espaces et éventuellement de gérer tous les équipements informatiques qui vont être mis en place sur site. La normalisation du télétravail, ça ne veut pas dire la fin des bureaux. On va être en télétravail, mais pas à 100%. On va considérer qu'on va toujours conserver, comme en post-Covid, un certain roulement et définir en fait qui va devoir venir au bureau de manière régulière. On va repenser les espaces de travail physiques plutôt comme des services que comme on le fait aujourd'hui avec des espaces individuels, les espaces de réunion, une cuisine, etc. Ça va vraiment être plus repensé autour du collaboratif. Et l'espace physique devra vraiment servir le côté humain. Dans les espaces donc comme je vous le disais, qu'on va mettre en avant, ça va être prioritairement les espaces d'échange. Ensuite, on va quand même conserver une petite cuisine et des espaces informels. Éventuellement des postes de travail individuels, mais beaucoup moins nombreux qu'auparavant. Une zone de confidentialité et un bureau de direction fermé pour tout ce qui est entretien RH, par exemple, ou entretien de direction qui doit être fait de manière assez confidentielle. Et si les locaux le permettent, des espaces extérieurs, ou s'ils ne le permettent pas, au moins faire en sorte d'amener l'extérieur à l'intérieur par des aménagements plantés. Donc, je vais vous montrer sur un cas pratique, le même cas que celui que Sarah a exposé, on a repris les mêmes locaux, ce que pourront être nos bureaux de demain. Donc, je vous remets le programme type, le programme de départ. On était sur 75 à 80 personnes sur site avant le confinement. Et pour les bureaux de demain, l'idée est de passer de 2 plateaux de bureaux à un seul plateau de bureau. Il y en a un qui serait rendu. Et on aurait 44 places disponibles pour 32 personnes maximum sur site. La programmation propose volontairement d'avoir plus de places assises que d'accès autorisé aux collaborateurs pour pouvoir faciliter l'utilisation de l'ensemble des espaces au sein d'une même journée. L'idée, c'est d'avoir, sur cette programmation-là, on a vraiment poussé jusqu'au bout, d'avoir 60% de télétravail et 40% de présence physique. Donc 3 jours, 2 jours, qui peuvent peut-être s'alterner selon les semaines. Ce qui fait que pour un effectif présentiel de 80 personnes début 2020, on en arriverait à 32 personnes par jour sur site. Puisque les 80 collaborateurs répartis sur les 5 jours de la semaine, on va avoir 5 groupes de 16. Et avec un présentiel obligatoire de 2 jours chacun en bureau, on arrive à 32 personnes. C'est comme ça qu'on a raisonné. Donc le nouveau fonctionnement des bureaux, comme je vous le disais, le bureau doit être vu plutôt comme un service. Donc on va aménager
les espaces et choisir le mobilier en répondant à un critère de séparer mais ensemble. On va toujours respecter le critère des 4 mètres carrés par personne. On va privilégier du mobilier individuel plutôt que des grandes tablées qu'on a pu mettre en place dernièrement dans nos aménagements. Et ainsi, en cas d'apparition d'une nouvelle crise sanitaire, on pourra mieux adapter les espaces, en tout cas beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. On va également, donc, comme je le disais, pouvoir développer l'utilisation d'un outil de gestion qui va permettre de gérer la présence sur site et la gestion des places disponibles. Donc, ça peut être via une application, par exemple, et l'intégration de cette application au process de planification du plan de charge chaque semaine. Comme on va remplir son tableau de plan de charge par rapport aux différents projets sur lesquels on doit se répartir, on va aussi signifier sur l'application quel jour on souhaite être présent au bureau. L'impact du programme sur l'aménagement des bureaux, ça va essentiellement être la diminution de la surface locative, la diminution du nombre d'espaces individuels et à contrario, l'augmentation du ratio mètres carrés par personne et l'augmentation du nombre d'espaces collaboratifs. L'impact de tout ce programme-là sur le management, essentiellement le télétravail, ça va être qu'il va falloir prévoir du management à distance. Et ce qui peut être prévu, c'est de laisser la possibilité aux collaborateurs d'accéder au bureau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça va s'adapter aux horaires de chacun et faciliter les roulements. Et on passe du coup à une obligation de moyens plutôt qu'une obligation de résultat. On ne va pas contrôler les collaborateurs, mais on va plutôt les responsabiliser. Si on passe, avant de passer au présentiel, rapidement sur le télétravail, une journée type, ça va essentiellement être tourné autour de travail individuel, de tâches individuelles et d'échanges téléphoniques qui peuvent se faire par visio ou par téléphone. Le collaborateur gère ses horaires comme il l'entend, tant que le travail est fait. Donc il commence et finit sa journée aux horaires qu'il souhaite et également pour sa pause déjeuner. Les avantages, donc, ça va être la suppression des temps de transport, le côté bulle de concentration et donc plus grande efficacité, et la possibilité d'organiser sa journée de manière personnelle. L'inconvénient qu'on a surtout pu voir pendant cette période de confinement qui était assez particulière, puisque c'était du télétravail 100% et sans pouvoir sortir de chez soi, c'est ce qu'on appelait le blurring, donc avec la disparition des frontières entre vie personnelle et vie professionnelle. C'est là qu'il faut vraiment que l'employeur soit présent et accompagne ses collaborateurs pour les aider dans cette nouvelle démarche, cette nouvelle façon de travailler. Les obligations de l'employeur autres, ça va être de fournir équitablement les collaborateurs, notamment matériel informatique, et d'avoir une réflexion autour du mobilier et de l'ergonomie du poste de travail. Il va falloir communiquer sur les manières d'aménager son espace de travail chez soi, donc le mobilier, l'éclairage, les postures, et proposer aux collaborateurs un catalogue de mobilier et d'accessoires. Donc ça va être, par exemple, bien choisir son poste de travail, bien choisir son assise pour ne pas avoir des problèmes de mal de dos comme on a pu entendre pendant ce confinement, et également amener le maximum de lumière possible sur son poste de travail, puisque aujourd'hui on a plutôt tendance chez nous à avoir des sources de lumière indirectes, ce qui ne faut pas et ce qui ne va pas être bon pour un travail au quotidien chez soi. Pour le côté présence physique, une journée type va être un peu plus chargée. Donc on va déjà commencer la journée par les transports, quels qu'ils soient. Ensuite, en arrivant au bureau, tout va tourner essentiellement autour de tâches collaboratives. Donc, comme on ne va pas forcément voir les mêmes personnes chaque jour, on va prendre le temps de partager un café, d'échanger avec les personnes présentes au même moment que nous. Et ensuite, dans la journée, on va pouvoir choisir de passer à un travail collaboratif avec des personnes présentes sur site, d'avoir des réunions de travail, que ce soit physique ou à moitié en visio. Il peut y avoir une partie au bureau, une partie en télétravail, ou si c'est avec les clients peuvent rester aussi chez eux et on peut tout faire en visio. Et si besoin, si on a passé la moitié de la journée à faire ce travail collaboratif et qu'on ne veut pas reprendre les temps de transport pour recontinuer à travailler chez soi, les postes de travail individuels sont présents pour qu'on puisse finir sa journée au travail avant de se détendre et de rentrer en reprenant les transports. Donc les avantages, c'est d'avoir une certaine convivialité, une respiration dans son quotidien de télétravail et une flexibilité d'accès, comme on le disait, pour l'ouverture 24/24, 7 jours sur 7. L'inconvénient reste le temps de transport qui risque effectivement de s'allonger puisque avec l'allongement, on va dire, du télétravail,
peut-être que certains collaborateurs choisiront de s'installer un peu plus loin que leur lieu de travail actuel. Si on passe sur les bureaux idéaux, donc là pour la vision générale, vous voyez donc sur les 2 étages qu'on voyait avec Sarah, ici on va avoir le rez-de-chaussée qui va être rendu et tous les aménagements qui vont se faire essentiellement sur le rez-de-jardin. Toujours sur le séparé mais ensemble. Donc conservation d'un seul étage, on va augmenter le ratio de mètres carrés par personne et on va avoir 44 places pour du coup 32 collaborateurs sur site, comme je le disais précédemment. On retrouve sur ce plateau les typologies d'espaces que j'évoquais avec vous tout à l'heure, donc à savoir ce qu'on voit ici en pointillé, des grandes zones qui sont des espaces d'échange, des plus petites zones qui vont être la cuisine et les espaces informels, des postes de travail individuels qui vont être répartis ici le long d'un mur, une zone de confidentialité, un bureau de direction et ici sur ce plateau un extérieur. Donc pour vous montrer du coup typologie d'espace par typologie d'espace, on va avoir ici les espaces d'échange. Donc par exemple, on va avoir 4 postes qui vont servir à la fois de postes individuels et d'être ensemble pour être en réunion, mais de manière distanciée, devant un écran, ou encore des fauteuils acoustiques avec des tablettes individuelles qui vont permettre de faire des réunions plus informelles, comme on peut le voir sur ce type de mobilier. On a d'autres types d'espaces qui peuvent être, on va dire, plus flexibles, puisqu'ici, par exemple, on va avoir des fauteuils acoustiques également devant un écran, donc qui vont permettre d'être tous ensemble. Et si on le souhaite, on peut agrandir la zone et mettre des assises complémentaires, donc telles que celle-ci, si on veut, par exemple, réunir les 32 personnes présentes sur site autour du même écran, mais de manière distanciée. Et ensuite, là, c'est encore d'autres typologies, d'autres exemples en fait, d'espaces d'échange, donc avec un bureau commun mais distancié, des tables qui peuvent être individuelles, mais on reste quand même proche de ses collaborateurs. Et ici, par exemple, dans un coin un peu plus sombre, pourquoi pas utiliser cet espace comme un espace un peu plus de repos, où on va pouvoir souffler et juste au moyen d'un rideau, s'isoler un peu plus du reste du plateau. Sur l'espace cuisine, on a volontairement choisi de ne pas l'étendre. On a essentiellement donc gardé les fonctions primaires d'une cuisine et à côté 4 places qui peuvent être des places pour prendre son café ou qui peuvent aussi servir de place donc du coup flex, toujours avec le mobilier acoustique ou des alcôves menuisiers avec des petites tablettes, le tout séparé par des cloisonnettes. Ça va être complété par des espaces informels, comme on peut le voir ici, donc, où on va avoir des assises modulaires ou encore toujours des alcôves, mais séparées par des éléments au centre, ce qui va permettre d'être à la fois ensemble, mais protégés, comme on peut le voir ici. Concernant les postes de travail individuels, ici l'idée c'est vraiment, une fois qu'on a fini son travail collaboratif, de pouvoir s'isoler plus qu'on le faisait avant en open space sur des grands benches communs. Ici, chacun va avoir son poste vraiment fermé, donc sur 3 côtés, toujours avec cette notion acoustique. Et ce qu'on a choisi de rajouter ici, c'est une notion d'écran de verdure pour être encore plus isolé du reste et être un peu plus tranquille. Donc on peut voir ici, ça peut être des éléments complètement fermés, donc comme une coquille, ou encore des éléments qui vont être ajustables, se moduler en termes de hauteur de poste de travail et qui vont pouvoir se replier, être mis dans un autre espace et dégager de la place si on a besoin de l'espace pour autre chose. Après, je ne vais pas m'étendre dessus, on a les zones de confidentialité et les bureaux de direction, donc qui sont eux cloisonnés de manière traditionnelle, équipés en mobilier de manière traditionnelle, mais qui sont proches de fenêtres qu'on peut ouvrir de manière à aérer au maximum ces petits espaces fermés. Et ensuite, effectivement, les espaces extérieurs ou éventuellement des séparations végétales, comme je vous montrais tout à l'heure. Ce qu'on a rajouté, qui peut être un petit plus pour conserver le lien entre les collaborateurs, puisque tout le monde ne va pas se voir tous les jours, c'est un mur d'attention. Donc chacun va avoir son petit casier, chaque personne, et si on ne croise pas par exemple la personne qu'on espérait croiser le jour où on est au bureau, on peut lui laisser un petit message ou un petit objet dans son casier qu'il découvrira quand lui-même viendra au bureau.
Donc, au-delà de tout cet aspect aménagement et choix du mobilier, il faut également se concentrer sur le choix des bons matériaux et des bons systèmes. Donc, je ne vais pas vous refaire le listing. Effectivement, on va privilégier les matériaux qui sont les plus sains. Et en termes de système, il y a par exemple des systèmes tels que Sanitize, qui sont des ions d'argent qui sont intégrés aux matériaux et qui, une fois qu'ils sont nettoyés, donc une fois qu'ils sont humidifiés, vont s'activer et vont neutraliser les bactéries en surface et bloquer la division cellulaire des virus. Ça, c'est des éléments qui vont tendre à se développer chez les éditeurs de mobilier, voilà, dans les aménagements menuisés. Je pense, puisque ça va être intégré directement aux matériaux qu'on connaît déjà aujourd'hui. Autre impératif, ça va être de purifier l'air. Donc effectivement, il y a la partie liée aux propriétaires des immeubles. Les propriétaires devront revoir les systèmes de ventilation. Mais au-delà de ça, ce qu'on peut faire en tant que locataire, c'est rajouter des systèmes de purification qui vont marcher plutôt par petits espaces. Donc par exemple, ça peut être des éléments qui vont marcher en utilisant la lumière ou encore en utilisant les propriétés des plantes pour améliorer la purification de l'air. Et enfin, le dernier point, c'est d'être au maximum présent en termes de digital. Donc, comme je le disais avant, et je vais le répéter, c'est vraiment équiper de manière équitable les collaborateurs, le même matériel informatique pour tous, les mêmes applications, les mêmes logiciels, un bon VPN et une compatibilité de la technologie sans fil qui va être présente sur site et développée sur le lieu de travail. On peut déployer le digital dans le quotidien, donc on va aller vers quelque chose de ce qu'on appelle phygital, qu'on voit plus dans le retail, mais qu'il faudrait tendre à développer dans les bureaux. Donc avec l'application qui peut nous aider à gérer la présence sur site, à déverrouiller la porte d'entrée via son téléphone, par exemple, quand on arrive, donc en sans contact, à réunir tout ce qui est chat et communication interne. Sur place, on va avoir des écrans interactifs sans fil avec des applications dédiées. L'idée, c'est de digitaliser tout ce qui peut l'être, donc les ressources actuelles, les signatures de documents ou autres. Et si on veut voir plus loin, ce qu'il faut, c'est penser à l'utilisation de tiers-lieux. Quand j'entends tiers-lieux, c'est par exemple avec la répartition géographique des équipes, qui va être due à la normalisation du télétravail, peut-être créer des antennes locales plus petites pour permettre plus de proximité avec le lieu de vie des collaborateurs. Si on veut accueillir un nouveau collaborateur dans l'équipe, ou avoir des réunions exceptionnelles d'équipe, il va falloir louer un espace, peut-être le temps d'1 heure, 2 heures, qui ne sera pas lié au bureau. Et ça va permettre vraiment de plus se concentrer sur cette arrivée, sur cette réunion, et ensuite de repartir sur ces activités. Et l'autre point, ça va être pour les événements clients, plus tendre sur les événements digitaux, qui ont beaucoup d'avantages. Ça va permettre d'avoir une audience plus large, d'avoir un événement plus durable en termes d'empreinte carbone, parce qu'il y a beaucoup moins de déplacements, et d'avoir un événement qui a une durée de vie plus longue par le replay ou par la mise en place sur différentes plateformes. Et pour une bonne expérience participant, on va adapter le contenu de l'événement, on va raccourcir le format et essayer de garder le rythme en créant de l'interaction. Voilà pour la partie de bureau. Et je relaisse la main à Antoine si vous avez des questions. Merci beaucoup, Maxime. C'est très clair. Je n'ai pas vu de questions passer. Donc, écoutez, je vous propose peut-être de conclure. Si j'en vois une passer, je m'interromprai. Vous l'aurez compris, à travers ce webinaire, on a souhaité vous transmettre nos pistes de réflexion avec un peu de notre stratégie. Il est évident que c'est un exemple parmi tant d'autres et qu'il reste encore de nombreux modèles à explorer. Je pense que nous sommes tous en territoire inconnu. Personne ne possède toutes les réponses. Mais à travers nos équipes, j'espère au moins que cela vous aura donné quelques inspirations pour vos problématiques quotidiennes et futures. Parce que notre travail, c'est aussi de l'envisager ensemble avec vous. Et c'est en tirant, je pense, le parti des connaissances, des compétences de chacun que nous répondrons au mieux à vos questions organisationnelles. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je me permets de remercier mes collaboratrices d'avoir participé au webinaire avec moi. Et évidemment, le replay vous sera transmis via un mail qui vous sera adressé. Et merci également à tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Et j'espère à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.